Regardez attentivement ces deux chiffres, moins 1,8% et plus 3%. Le premier, c'est la chute brutale du PIB du Japon au troisième trimestre. Le second, c'est le niveau auquel se maintient l'inflation. Quand l'économie s'effondre alors que les prix continuent d'exploser, ça porte un nom qui fait trembler pas mal d'économistes. C'est la fameuse stagflation. C'est face à ce constat que la nouvelle première ministre du Japon, Sanae Takaichi, a décidé d'appuyer sur le bouton rouge. Le gouvernement vient de valider un plan de relance absolument titanesque de 21 300 milliards de yens. Pour info, ça fait à peu près 135 milliards de dollars. C'est le plus gros plan de relance depuis la crise du Covid. Sur le papier, l'objectif c'est d'aider les familles avec des chèques et des subventions sur l'électricité pour acheter la paix sociale. Mais pour les marchés financiers, c'est une déclaration de guerre. Le yield des obligations d'État japonaises à 30 ans a touché 3,41%. C'est son plus haut niveau depuis 1999. Ce chiffre marque officiellement la fin d'un régime financier qui durait depuis plus de 30 ans. C'est la fin de l'argent gratuit, la fin de la liquidité infinie qui a soutenu l'ensemble des marchés mondiaux. Ouais, parce que dit comme ça a l'air loin. Le Japon, mais qu'est-ce qu'on en a à faire du Japon? Et oui, ça va vous surprendre, mais il n'y a pas que les USA qui ont un impact sur les marchés. On a affaire à l'un des événements macro les plus critiques de la décennie, et pourtant il n'y a pas grand monde qui en parle. Mais pas de panique, comme d'hab, je suis là pour ça et on va décortiquer tout ça ensemble et voir à quel point ça peut toucher nos chers cryptos, de près ou de loin. Allez, c'est parti. Un petit mot avant de continuer, au journal du coin, vous le savez, on a lancé Steady Lads. L'idée est simple, on suit en temps réel l'aventure d'un trader crypto pro qui gère un portefeuille de 100 000 $. Il partage toutes ses positions, ses analyses, sa méthodologie en toute transparence. Concrètement, vous avez accès au suivi complet du portefeuille, à des lives chaque semaine, à des analyses quotidiennes et à une communauté exclusive de passionnés. Et surtout, ça vous permet de vraiment entrer dans la tête d'un pro du trading. Chaque décision est expliquée, documentée, ce qui vous aide à comprendre son processus de réflexion et sa manière d'aborder le marché. Mardi dernier, Kara nous parlait de la récente reprise du marché et présentait ses positions pour la suite, alors n'hésitez pas à aller voir où il en est. Comme d'hab, je vous mets tous les liens en description. Pour comprendre la gravité de la situation, il faut faire un petit état des lieux. Le Japon se retrouve coincé dans le pire scénario possible, où la croissance est négative, mais l'inflation reste élevée. Pour tenter de sortir de cette impasse, et aussi pour soutenir son mandat politique, forcément, la première ministre a opté pour une fuite en avant budgétaire. On n'a pas affaire à un simple plan de relance là, le Japon s'apprête littéralement à faire pleuvoir l'argent public. Le gouvernement va envoyer des chèques aux familles modestes, subventionner directement les factures d'électricité et de gaz et distribuer des bons d'achat. Sur le papier, ça ressemble à de la générosité ou à du soutien économique, mais dans la réalité des marchés, c'est perçu comme un acte de désespoir financé par une dette qui est déjà hors de contrôle. La réaction des marchés obligataires a été brutale et immédiate. Les investisseurs ont massivement vendu la dette japonaise, envoyant un message clair. Le Japon, avec sa dette représentant déjà plus de 2 fois la taille de son économie, ne peut pas se permettre d'imprimer encore des milliards sans conséquence. Et c'est ici que le piège se referme. En injectant ces milliards pour soulager les ménages, le gouvernement alimente l'inflation qu'il prétend combattre. Et ça force la main de la Banque centrale du Japon. Alors qu'elle aurait pu préférer une approche prudente, la Banque centrale se retrouve désormais obligée d'envisager une hausse des taux d'intérêt dès le mois de décembre pour contrer les effets inflationnistes de ce plan de relance. Mais il y a une dimension encore plus profonde et souvent assez ignorée derrière tout ça, une réalité qui dépasse largement la simple question économique. Si le gouvernement japonais dépense sans compter, c'est pas uniquement par choix politique ou pour relancer la consommation, c'est parce qu'il a plus le choix. Le Japon est engagé dans une lutte pour sa survie géopolitique, ni plus ni moins. On va regarder un peu en direction de la mer de Chine orientale. Là-bas, on a un petit archipel de quelques îles qui se dressent au large de Taïwan. C'est les îles Senkaku, qui sont même pas habitées, mais qui sont sous administration japonaise. Jusqu'ici, rien d'extraordinaire, c'est des petits cailloux au milieu de la mer. Mais depuis le début de l'année, on a la Chine qui s'amuse à y envoyer les navires de ses gardes-côtes. Le truc, c'est que ces navires, ils sont militarisés, c'est littéralement des navires de guerre. Ces îles ont un emplacement ultra privilégié, et forcément, ça plaît pas trop aux Japonais que la Chine vienne de ce côté-là. C'est pas juste de la simple provocation, c'est ce qu'on appelle une guerre de zone grise, une pression constante conçue pour épuiser l'adversaire sans déclencher de conflits ouverts. Face à cette menace existentielle, et pour maintenir la crédibilité de son alliance avec les États-Unis, Tokyo a dû s'engager à porter ses dépenses militaires à 2% du PIB, alignant ainsi son budget défense sur les standards de l'OTAN. Ces dépenses militaires ne sont pas cycliques, elles ne disparaîtront pas quand l'économie ira mieux, elles sont devenues structurelles. Le Japon doit désormais financer une modernisation massive de son armée, tout en payant les retraites d'une population vieillissante. Le gouvernement se retrouve donc face à un mur, il est obligé d'imprimer de l'argent et d'émettre de la dette, non pas pour stimuler la croissance forcément, mais pour assurer la sécurité nationale. C'est pour cette raison fondamentale que la planche à billets ne s'arrêtera plus, transformant le déficit japonais en une constante géopolitique que les marchés commencent tout juste à intégrer dans le prix des actifs. C'est un peu ici que l'impact dépasse les frontières de l'archipel pour frapper directement votre portefeuille. Pour comprendre le lien immédiat entre une décision monétaire à Tokyo et une chute brutale du Bitcoin, faut un peu décortiquer la mécanique du carry trade japonais. Pendant plus de 3 décennies, le yen a été la source de financement la moins chère du monde.
Le principe était simple et plutôt lucratif, hein. Les grands fonds d'investissement empruntent des yens à des taux proches de zéro, convertissent cet argent en dollars et investissent ces dollars dans des actifs. Ça peut être des obligations, des actions ou même des cryptos, hein. Le yen agissait littéralement comme du carburant gratuit pour la spéculation mondiale. Le truc, c'est que ce mécanisme, ça fait des dizaines d'années qu'il fonctionne et que tout le monde en profite. Sauf que là, il commence à se gripper violemment. D'après la Banque des règlements internationaux, le carry trade japonais pourrait atteindre les 14 milliards de dollars d'exposition. Et ça, c'est la face visible de l'iceberg, c'est la partie des flux qu'on peut voir, celle sur les futures notamment, et les positions avec des leviers. Mais en dessous, on a tous les prêts transfrontaliers, et ceux-ci sont bien moins traçables. Elle est là la masse critique qui fait peur à tout le monde. Tout ça, c'est de l'argent qui se retrouve exposé à un mécanisme en train de ralentir. Et les estimations vont bon train, hein. Les données officielles parlent de plus de 4000 milliards de dollars. C'est une véritable épée de Damoclès suspendue au-dessus du système financier international. Dès que les taux japonais commencent à monter, comme c'est le cas actuellement, la dynamique s'inverse. L'emprunt en yens cesse d'être gratuit et devient coûteux. Les investisseurs se retrouvent forcés de déboucler leur position en urgence. Ils doivent vendre leurs actifs rentables pour racheter du yen et rembourser leurs dettes. C'est ce qu'on appelle le reverse carry trade, et c'est un genre d'appel de marge à l'échelle planétaire qui aspire la liquidité des marchés mondiaux. Le phénomène est amplifié par les investisseurs institutionnels japonais eux-mêmes. Les banques et les assureurs nippons, qui détiennent des milliers de milliards de dollars d'actifs étrangers, commencent à rapatrier leurs capitaux. Bah ouais, pourquoi prendre le risque de change sur des actifs étrangers alors que les obligations d'État japonaises offrent enfin un rendement attractif à domicile? Là, le 10 ans japonais vient de taper quasiment les 2% de rendement. C'est le plus haut niveau depuis 2007 et à titre de comparaison, on était encore à moins 0,2% il y a à peine 4 ans. Oui, je vous l'ai dit, le taux des obligations japonaises était négatif. Bref, ce grand rapatriement agit comme un aspirateur de liquidité asséchant les marchés occidentaux et créant mécaniquement de la volatilité sur tous les actifs à risque. Dans ce tumulte financier, Bitcoin joue un rôle très particulier. Il est le canari dans la mine de charbon. C'est le premier endroit où les crises de liquidité se manifestent, bien avant qu'elle ne touche les actions traditionnelles. La mécanique est impitoyable, il existe une corrélation inversée quasi parfaite entre le yen et les cryptos ces derniers temps. Et on comprend aisément pourquoi, hein, c'est la faute aux algos de trading. Ils sont programmés pour réagir instantanément. Quand le yen devient plus cher, ils vendent leurs actifs à risque, comme pour compenser un petit peu. Je la fais simple et efficace, hein. Vous vous doutez bien que tout ce que je vous raconte depuis le début de cette vidéo, c'est infiniment plus complexe que ça. Mais je fais au mieux pour vulgariser, évidemment. Bref, ce qui se passe sur BTC, c'est assez violent. On a eu une correction de plus de 30% en quelques semaines, et le coin orange affiche même une performance négative sur l'année en cours. Ça contraste vraiment avec ce qu'on observe sur les actifs refuges, hein, genre l'or au hasard. La menace ne s'arrête pas là, ce serait trop simple, hein. Les investisseurs institutionnels japonais détiennent encore 1100 milliards de dollars de dette américaine, la plus grosse position étrangère au monde. Avec des taux domestiques qui deviennent enfin attractifs, on a un autre effet d'aspiration de la liquidité qui met tous les marchés en PLS. Tout cela nous mène inévitablement au grand final, à la conclusion logique de cette impasse mathématique. C'est le moment où la dette est si colossale que la banque centrale perd le contrôle. Là, pour le Japon, concernant sa dette, on est quand même à 265% du PIB. C'est pas rien, hein. L'équation est assez impitoyable, hein. Avec une économie qui se contracte et des taux d'intérêt qui montent, le coût de la dette dépasse la croissance. Mathématiquement, l'État est en faillite, ni plus ni moins. Le Japon ne fera pas défaut officiellement parce qu'aucun grand pays ne le fait jamais de manière explicite. Ils choisiront l'option la plus sournoise. Le plan est simple, hein. Laisser l'inflation courir durablement tout en gardant les taux d'intérêt artificiellement bas. Cet écart permet à l'État de rembourser ses dettes en volant littéralement le pouvoir d'achat des épargnants et des détenteurs d'obligations. C'est une taxe invisible en quelque sorte. C'est aussi une façon de préserver la paix sociale, je vous le disais en intro, hein. Faut bien se dire qu'un énorme stimulus économique à grands coups de chèques pour les populations, ça ne va vraiment, mais alors vraiment pas avec une hausse des taux. C'est deux logiques absolument contradictoires, et ça les dirigeants le savent très bien. Et pas que d'ailleurs, hein, les investisseurs aussi le savent. C'est précisément pour ça que Bitcoin pourrait bien à terme profiter de tout ça. Il pourrait commencer à devenir une nécessité patrimoniale pour les Japonais. Si vous gardez votre richesse en monnaie fiduciaire, que ce soit du yen, de l'euro ou du dollar, vous êtes garanti de perdre de la valeur réelle chaque année, car l'État a besoin de cette dévaluation pour ne pas s'effondrer. Évidemment, je vous fais pas l'affront de vous reparler une millième fois des caractéristiques de l'invention de Satoshi Nakamoto, mais c'est exactement pour ça qu'on l'a créé dans l'idée. Bon, pour résumer, ce qui se passe actuellement au Japon, c'est pas un simple fait divers économique lointain. On peut voir le pays comme une sorte de miroir de l'Occident. Une population vieillissante, une dette monstrueuse et une instabilité géopolitique croissante. Ce que nous voyons aujourd'hui à Tokyo finira sans doute tôt ou tard par arriver en Europe et aux États-Unis. À court terme, la situation reste extrêmement périlleuse. Tant que le carry trade en yens continue de se déboucler et que les capitaux japonais sont rapatriés, la liquidité mondiale va se contracter. Et donc, il va falloir s'attendre à beaucoup de volatilité. Le marché est en train de chercher le juste prix des actifs dans un monde où la liquidité n'est clairement plus si abondante que ça.
Nous, avec notre prisme d'investisseur crypto, on peut voir cette volatilité comme le prix à payer pour sortir d'un système fiduciaire qui brûle ses dernières cartouches. Dans ce contexte, la baisse actuelle de Bitcoin, c'est pas une remise en cause de sa valeur, c'est une opportunité offerte par la panique des marchés traditionnels. Toute cette histoire de carry trade, c'est évidemment pas la seule chose qui régisse l'état actuel de l'économie. Ce n'est qu'un maillon de la chaîne. Mais c'est quand même important de se poser quelques minutes pour réfléchir aux forces qui impactent nos marchés. C'est comme ça qu'on construit des stratégies et qu'on navigue au mieux dans un contexte mondial en pleine mutation. On sait pas encore quelle autre force entrera en jeu ni quel catalyseur le marché trouvera pour s'activer à la hausse ou à la baisse. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on fait au mieux tous les jours pour vous proposer du contenu de qualité, même si parfois on sort un peu de la crypto comme on l'a fait aujourd'hui. Notre écosystème ne fait plus bande à part, il va falloir s'y faire. En attendant, n'hésitez pas à venir faire un tour sur notre canal Telegram d'actualité. On vous résume les dernières news en live et ça fait vraiment gagner un temps fou, en plus de vous donner les infos avant tout le monde. Pensez aussi à aller jeter un œil aux aventures de Kara sur Steady Lads, et évidemment, si la vidéo vous a plu, laissez un like et abonnez-vous. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce genre de contenu un peu plus macro, et si ça vous a permis d'en connaître un peu plus sur ce fameux carry trade dont tout le monde parle en ce moment. Et dites-moi aussi si vous avez des idées de sujets pour de prochaines vidéos, d'ici là on se dit à la prochaine. Bye.